Alors, reprenons. Donc, on a bien compris que pour dériver un champ de vecteurs quelconque, donc là on l'avait fait ici, c'était dériver du champ de vecteur y dans la direction x, la linéarité ici et là fait que tout est entièrement déterminé, on avait obtenu ça, sauf, pardon, je vais encadrer celui du dessus, juste la linéarité, plaque, 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 et on arrive à cet ingrédient fondamental qui est la dérivée d'un vecteur par rapport à un autre vecteur. Et donc, ce qu'on a gagné quand même en écrivant ça, c'est qu'on sait dériver n'importe quel champ de vecteurs dès lors qu'on sait dériver les champs de vecteurs de base. Ça, c'est standard. Dès que vous avez un truc linéaire, évidemment, il suffit de connaître comment ça agit sur les vecteurs de base, et vous avez comment ça agit tout court sur n'importe quel vecteur. Donc, et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a absolument aucun moyen, a priori, de déterminer ce que c'est que cette chose-là. C'est une chose nouvelle, la dérivée d'un champ de vecteur dans la direction d'un vecteur. On sait que ça a un sens, euh, euh, que ça a un sens intrinsèque de dire qu'un champ de vecteur est différenciable, et celui-là l'est, très bien. Mais quant à dire quelle est sa dérivée, il faut le postuler, et donc on a un choix gigantesque, c'est le choix des coefficients de la connexion. Choisir ces coefficients, c'est choisir une connexion. Alors, je vais juste récupérer là ce qu'on a fait en écrivant simplement donc la dérivée, on va dire, d'un champ de, donc là c'est la dérivée d'un champ de vecteur dans la direction d'un vecteur quelconque. Je vais le réécrire pour mémoire la dérivée d'un champ de vecteur quelconque, donc ok, yi d sur dxi dans la direction de d sur dxj, hein, juste j'isole 1, enfin dérivé dans la direction d'un vecteur de base, et donc ce qu'on voit là, c'est que c'est égal à, d'abord vous avez, donc là c'est simplement vous avez xi qui vaut delta ij ici, hein. Donc ça vous fait la dérivée dans la direction j. Oui, c'est pas malin, j'ai inversé les indices, donc je vais remettre les mêmes que là-bas, tant qu'à faire. J, voilà. Donc c'est la dérivée de la composante j dans la direction i, d sur dxj, plus plus yj plus ça là. Alors, donc plus yj gamma kji d sur dxk. C'est pas propre, je vais les mettre tout ça là. Donc, par définition, on a nabla d sur dxi de d sur dxj qui est égal à gamma kji d sur dxk, et je mets ici, c'est les coefficients dans la carte x. Si je change de carte, évidemment, ça va être d'autres coefficients, puisque je dériverai un autre vecteur dans la direction d'un autre vecteur et je le développerai sur une autre base. Donc évidemment, ce sera différent. Et quand on fait ça, donc, on voit que nabla d sur dxi, je vais dire d'un certain vecteur v, et si je prends la composante j de ce vecteur, j'obtiens d de vj sur dxi plus
gamma alors je veux la composante J, donc il faut que je change ici, je fais la somme, donc je vais inverser les indices J et I, gamma K J I, non, pardon. Je veux la composante J, donc ce qui est en facteur du D sur dx J, oui, c'est ça, donc gamma J, KI, YK, oui c'est ça, KI, YK, voilà. Donc ça, alors ça se retrouve en deux lignes, hein, parce qu'il suffit d'écrire la définition, mais ça c'est bien de le savoir, c'est bien de le... alors il faut, trouvez-vous un moyen mnémotechnique, mais essentiellement ce qu'on voit là, c'est par rapport à l'introduction qu'on a faite tout à l'heure, ce que vous voyez c'est que la jème composante de la dérivée du vecteur, c'est bien sûr la dérivée de la jème composante, ça c'est la dérivée des composantes elles-mêmes, c'est ce qu'on avait vu au début, mais plus la dérivée du vecteur en quelque sorte. Et la dérivée du vecteur, c'est justement le gamma. Et donc, vous avez la jm composante de la dérivée de Vj, c'est la dérivée de la jm composante de V, pardon, la jm composante de la dérivée de V, c'est la dérivée de la jm composante de V, plus un terme ici, avec un coefficient gamma. Ah, puis là c'est V, oh là là. Pardon pour la confusion, j'espère que c'est pas trop difficile à suivre. Voilà. Voilà, ok. Donc alors c'est toujours pareil, hein, il y a une somme implicite ici sur le cas. Donc vous avez une partie qui est la dérivée des composantes, mais vous avez une partie qui mélange les composantes, bah, simplement comme on a vu tout à l'heure avec UR et Uθ. Oui, vous savez bien que la dérivée du Uθ, c'est, bon, en l'occurrence, c'est, enfin, la dérivée du UR, c'est Uθ, la dérivée du Uθ, c'est moins UR. Donc ça vous mélange les composantes d'un vecteur, hein, si vous avez un vecteur qui a une certaine valeur sur UR plus Uθ, bah, oui, quand vous faites la dérivée, ça vous remélange les choses. Et donc, ce qui définit le mélange, c'est les coefficients de la connexion. Alors, dans un cas plat euclidien, quand on avait fait tout à l'heure avec UX et UY, bah, les gammas sont nuls, et donc la jm composante de la dérivée du vecteur, c'est juste la dérivée de la jm composante du vecteur. Ok. Mais dans le cas général, ce n'est pas le cas. Vous avez ce facteur-là qui vient de qu'est-ce que c'est que la dérivée d'un vecteur dans la direction d'un autre, d'un champ de vecteurs dans la direction d'un autre. Ok, donc maintenant je peux effacer ça. Et on va voir ce qui se passe quand on change de carte, justement. Et là, on va découvrir quelque chose d'intéressant. Alors, changement de carte ou quoi, changement de carte? Oui, changement de carte. Je crois que c'est un petit c. Alors, donc je passe à une carte VY. Et donc, je vais chercher les coefficients dans la carte Y de la connexion. Point d'interrogation. C'est quoi les coefficients? Alors, une façon très simple de le voir, c'est d'exprimer ces gamma IJK de façon intrinsèque. Donc, on a vu, par définition, on a ça. Donc, gamma KJI, c'est la kème composante de ce vecteur-là. D'accord, hein, parce que c'est la composante qui est devant le D sur dxk. Donc, ça, c'est la kème composante de ce vecteur-là. Ceci est un vecteur, c'est la dérivée d'un champ de vecteur par rapport à un vecteur. Ceci est un vecteur, sa kème composante, c'est le nom qu'on cherche.
comment exprimer la km comment obtenir la km composante d'un vecteur en lui appliquant le km vecteur de la base duale. Retenez bien ça, c'est très utile. C'est évident, mais c'est très utile. Hein, c'est toujours pareil. Vous avez epsilon i appliqué à somme sur j des xi i avec mes notations un peu pédantes mais générales. Voilà. Et évidemment, si vous appliquez le vecteur de la base duale à ça, par linéarité, vous avez une somme sur j des... Pourquoi j là? Oui, j, pardon, décidément. Vous avez une somme sur j qui sort par linéarité, et ensuite vous avez epsilon i appliqué à j, c'est donc delta ij, et donc ça fait sortir uniquement la composante i. Donc c'est quelque chose de complètement général. Si vous voulez, il y a la km composante, vous appliquez le km vecteur de la base duale. Et c'est quoi le km vecteur de la base duale? Eh bien, c'est dxk, donc on a gamma, ça là, par définition, c'est dxk de nabla d sur dxi de d sur dxj. Et c'est par définition, hein, c'est comme ça qu'on a introduit ça. Voilà. Donc ça, c'est une formule importante, si vous voulez, c'est ce qui définit les coefficients de la connexion. C'est la km composante de la dérivée de ce champ-là par rapport dans cette direction-là. Ok, donc maintenant on veut ça, bah, c'est très simple, il suffit de le calculer. Je vais dire que de la même façon, maintenant c'est juste dans la carte Y, donc c'est dyk, c'est la km composante de la dérivée du champ de vecteur d sur dxj dans la d sur dyj maintenant, puisque je veux dans la carte y, dans la direction d sur dyi. Ok? Par définition, c'est les coefficients de la connexion dans la carte x avec la base x. Dans la carte y, c'est pareil avec la base y et la base duale y. Et donc, il n'y a qu'à écrire ça maintenant par linéarité, etc. Puisqu'on sait relier d sur dyi à d sur dxj. Et on révise tout aujourd'hui. D sur dyi, c'est quoi? C'est dxj sur dy. Alors, je vais mettre des a. Parce qu'il y a déjà des ijk, c'est pris, je vais passer à ABC. Donc dxa sur dy d sur dxa, et puis dyk, eh bien c'est dyk sur dx, alors je vais mettre c dxc. Et de même, je peux mettre... Oui, bon. Ouais. Ok, ça c'est vraiment... J'espère que c'est vraiment bon pour tout le monde. Hein. Sinon, vous vous rappelez, hein, on passe d'une base à une autre. C'est la matrice de passage, et puis c'est la matrice inverse pour la forme linéaire. Et vous rappelez, quand l'indice est en bas, c'est la nouvelle qui est en bas, c'est le nouveau coefficient, la nouvelle carte qui est en bas. Quand l'indice est en haut, c'est la nouvelle qui est en haut, toujours le même moyen mnémotechnique. Donc vraiment ça, aucune hésitation sur ces choses-là. Et donc on va remplacer ça là-dedans. Donc ce gamma, dans la carte Y, ce gamma kji, c'est donc, alors dy c'est tout ça, donc c'est donc dyk sur dxc de dxc appliqué à nabla dans la direction d sur dxa sur dyj d sur dxa
de quoi? De ce truc-là, c'est-à-dire dxb sur dyj, d sur dxb. Et maintenant, ben on va appliquer la linéarité ici. Nabla de ça, nabla de ça dans la direction là, c'est dxa sur dyi, nabla dans la direction d sur dxa, de ce produit. Et donc, nabla d'un produit, c'est je dérive le premier sans toucher au second, plus je garde le premier, je ne touche pas au premier et je dérive le second. Donc, dxb sur d rond yj fois d sur dxb, plus, deuxième terme de Leibniz, dxa sur dyi, je ne touche pas au premier, donc dxb sur dyj, la dérivée du deuxième terme, donc dans la direction d sur dxa, de d sur dxb. OK. Ben, c'est fini. Là. Je vais commencer par ce terme-là, peut-être. Alors, devant tout ça, il y a ce truc-là. Hein. C'est tout ça appliqué à ça. Alors, bon, commençons par le premier terme. Donc, ça fait ça appliqué à ça. Mais ça, c'est dxc, donc ça, c'est une forme linéaire qui prend un vecteur et qui fait un nombre, bien sûr, mais c'est linéaire. Or là, si je prends ce premier terme-là, ça, c'est un nombre. Et ça, tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est la dérivée de ce truc-là par rapport dans la direction d sur dxa. Mais ça, c'est une fonction, ça. C'est juste la dérivée des coordonnées. Donc la dérivée covariante de cette fonction dans la direction du vecteur, bah, par définition, c'est le vecteur appliqué à la fonction. Puisque le vecteur, c'est déjà la dérivée directionnelle. Donc ça, là, c'est... Comment je vais écrire ça dans mon tableau? Aïe, 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 aïe. Je suis obligé de faire des petits encarts partout. J'écris trop gros, en fait, je crois. Alors, donc si je prends tout ça, ça va faire dyk, d sur dxc. Je fais sortir ce terme-là, dxa, d sur dyi, d sur dxa, appliqué à dxb sur dyj. Vous voyez, hein, je suis en train de traiter ce terme-là, avec ça devant. Et donc, et tout ça, et ensuite, il y a dx, donc là j'ai fait sortir les termes réels, les nombres, d'accord? Et donc il me reste dxc appliqué à d sur dxb. D'accord? Lui appliqué à lui. Ça c'est juste des nombres, je les sors par linéarité, il me reste dxc appliqué à d sur dxb. dxc appliqué à d sur dxb, c'est quoi? Quoi? C'est la base duale, ça. Donc ça, c'est delta CB. D'accord? Hein? OK. Et là, alors là, c'est intéressant. Ça, je l'ai effacé, c'était là. Ça, c'est D sur DY, ça. Tout ce truc-là.
Yes? Donc j'ai dyk sur dxc, d sur dy de dxb sur dyj. Donc ça, c'est tout ça là, c'est d2 de xb sur dy dyj. Yes? Alors je reviens là. J'ai finalement ici dyk sur dxc, d2 xb d2 sur dy dyj. Et j'ai d2 de xb, mais delta cb ici, donc c'est en fait c'est d2 de xc. Je remplace le b par c puisque il y a delta bc. Donc ça c'est le premier terme, c'est tout ça. Enfin c'est ça appliqué à ça. Et maintenant j'ai plus ça appliqué à ça. Plus. Voilà, c'est beaucoup plus simple. J'ai donc dyk sur dxc fois dxa sur dyj fois dxb sur dyj fois, j'écris trop gros, c'est sûr, c'est officiel, fois dxc appliqué à ce truc-là. Yes? Tout le monde voit ça? Quand j'applique tout ça à tout, je vais changer de couleur, je vais mettre du vert. J'applique ça au vert. Ça, c'est un nombre. Ça, c'est un nombre. Donc, par linéarité de ce truc-là, je les sors. Donc, j'ai ce nombre-là fois celui-là, tac, 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 fois dxc appliqué à ce machin-là. Donc, dxc appliqué. Mais ça, par définition, ça, c'est gamma c b a dans la carte X. C'est les coefficients de la connexion dans la carte X avec pour composante la cième composante du vecteur dérivé dans la direction A du vecteur B. Ouais. Ici, parce que vous voyez que vous avez la dérivée dans la direction d sur dxa de dxb sur dyj. Donc ça fait, je vais prendre encore une autre couleur, ça là, c'est ça. Puisque ça c'est une fonction, et vous avez la dérivée dans la direction d sur dxa d'une fonction. Donc c'est le vecteur appliqué à la fonction. Donc c'est la dérivée de la fonction par rapport à ça. Ouais. Et ensuite, ouais, une seconde, ouais, et ensuite, ce que je dis, c'est que je regroupe ces deux termes-là, et je dis dxa sur dy, d sur dxa, en fait, ce n'est rien d'autre que d sur dy. Oui. Oui, oui. Alors, ça c'est l'expression de gamma. OK. Et donc j'ai ça appliqué à ça. Et ça, encore une autre couleur. Ça, c'est ça. Je reconnais que c'est pas. Ok, je vais le refaire. Je vais le refaire.
Oui, c'est J. Merci. Yes. Je le refais. Désolé. Alors, bon, j'efface ça, on a compris. Bon, c'est ce genre de manipulation qui... C'est plus facile sur une feuille qu'au tableau parce que j'ai juste pas la place, mais il faut que vous le voyez bien et vous verrez que c'est simple à faire. Donc, ça, on est d'accord, c'est la définition. J'ai juste remplacé dyk parce que ça vaut, d sur dxi parce que ça vaut, et d sur dxj parce que ça vaut. Ensuite, je m'intéresse au bleu ici. Le carré bleu, c'est égal à d sur dxa fois nabla d sur dxa d'un produit. D'accord ? Ouais, d'un produit. Ok. Bon. De ce produit. Et donc j'ai la dérivée d'un produit. Ça, c'est Leibniz. Donc le bleu, il vaut d sur dxa, toujours, bon, ok, d sur dxa. Et donc cette dérivée-là, je dis que c'est la dérivée du premier, je vais noter nabla a, non, j'aime pas faire ça, je vais noter, ok, je fais ça bien. Je dérive le premier, et je touche pas au second, plus, je touche pas au premier, et j'y dérive le second. Ok ? Et ensuite, ce que je dis, c'est que ça, attendez. Non, c'est ça. Ce que je dis, c'est que ça, c'est d sur dxa de d sur dxb sur dyj. Attendez, il manque un truc, c'était quoi là? Il vient d'où? Ah non, c'est dxa sur d... Oh là 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 là. Ah non, il y avait ça là. Ah, attendez, vous m'avez laissé faire une bêtise. Non, ça c'est d... Pourquoi c'est dxa sur dyj là? Qu'est-ce que... Sur dyj... Pourquoi j'ai écrit ça? Je ne sais pas. C'est horrible. Le nez au tableau, c'est horrible. Mais vous devriez hurler, vous. D'accord, j'ai juste écrit ça, j'ai développé par linéarité, j'ai mis ça là. Ok? Donc je le mets là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris à nouveau, mais voilà. En tout cas, ça fait ça. Donc ça, c'est dxa sur dyi. Tout ça, d sur dxb, je réécris la même chose, plus dxb sur dyj, nabla, d sur dxa, d sur dxb. C'est bon là pour le carré bleu? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris là. D'accord, j'ai pris le carré bleu. Un nabla. Où? Là? Non, parce que l'idée c'est que nabla x de f, c'est xf. Puisque x c'est déjà la dérivée directionnelle dans la direction x pour la fonction f. Donc, c'est juste une... Enfin, on veut un nabla qui réalise la dérivée directionnelle dans la direction x. Enfin, nabla x. Cet objet, on l'a déjà pour les fonctions, c'est précisément le vecteur x.
Donc nabla x de f, c'est xf. Simplement, nabla x va pouvoir s'appliquer à autre chose que des fonctions, tandis que x ne peut s'appliquer qu'à une fonction. X agit sur une fonction. Ou sur une forme linéaire, par identification, au double dual. Mais voilà. Ok, donc on a bien ça, et une fois qu'on a ça, donc je réefface ici, une fois qu'on a ça, on voit que ça, ce n'est rien d'autre que d sur dx, yi. Donc on a d sur dy de dxb sur dyj, et donc ça fait d2 xb sur dy dyj. C'est lui. Et ensuite, donc là-bas c'est le bleu. Tout ce qui est là c'est le bleu. Je peux refaire une ligne de plus. Hein. Égale d égale d2xb sur dy dyj de d sur dxb plus la même chose. Ok. Ok, donc quand j'applique maintenant ça au premier terme là-bas, ça c'est un nombre, ça sort, parce que ça c'est un opérateur linéaire. Donc j'ai dxb appliqué à d sur dxc, ça fait delta bc, puisque c'est la base duale. Donc je me retrouve avec d2xb, d2xc, ou d2xb c'est pareil, d2xc sur dy dyj, c'est ça, fois ça. Donc ça, c'est bien le premier terme du développement. Et le deuxième terme, c'est donc ça appliqué à cette deuxième partie. Donc ça fait dyk sur dxc, ok, fois dxc appliqué à ce machin-là. Il m'en manque un là aussi. Ah oui, il manque celui-là là, qui était en facteur. Y'a que moi qui bosse ou quoi? J'ai ça fois un produit, donc ça, voilà, je développe. Donc j'ai dxa sur dxi, d sur dyki, d'abord j'ai dyk sur dxc, fois dxa sur dyki, fois dxb sur dyj, et maintenant j'ai dxc qui s'applique à tout ça. Mais dxc qui s'applique à tout ça, par définition, c'est la cième composante de ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, c'est mon fameux gamma BA. Donc c'est la cième composante de gamma BA dans la carte X. Ouais. Donc finalement, qu'est-ce que j'efface? En bas, à gauche? C'est bon? Non? À droite? J'ai l'impression que c'est pas super clair. Vous avez du mal à suivre le calcul là? Un peu? Parce que j'en mets dans tous les coins. Je suis sûr que c'est de ma faute. Mais le tableau est trop petit pour ce genre de calcul. Ou alors il faut que j'écrive tout petit. Quelle étape vous pose problème? Ça, vous êtes d'accord, ça. Ça, c'est l'écriture de base. Ça va pour tout le monde? D'accord? Ok. Ça, j'ai juste remplacé les dy par les dx. Alors, je pense que la partie peut-être un peu délicate, ça a été celle-là. Donc j'explicite celle-là là-bas. D'abord, j'ai la dérivée par rapport à une combinaison de d sur dxa. Donc ça, c'est la combinaison des dérivées. Donc je sors les coefficients de la combinaison. Hein. La dérivée par rapport à une combinaison, c'est la combinaison des dérivées par rapport au truc.
Donc ça sort ici. Donc là, j'ai juste réécrit dxa sur dyi de la dérivée par rapport à d sur dxa du reste. Et là, je dis c'est Leibniz. Donc j'ai ça fois la dérivée du premier sans toucher au deuxième, plus le premier fois la dérivée du second. Leibniz. Donc il y avait d sur dxa en facteur, donc je le sors du facteur. Et là, je dis que la dérivée de dxb sur dyj dans la direction de d sur dxa, bah, c'est justement d sur dxa appliqué à la fonction. Sauf que devant, il y a dxa sur dyi, et donc je reconnais que tout ça, c'est la dérivée par rapport à dyi. Donc xb, je l'ai déjà dérivé par rapport à xj, maintenant je le dérive par rapport à yi. Donc ça fait la dérivée seconde de xb par rapport à yi et yj. Et j'ai toujours ce terme-là. Plus celui-là que je touche pas parce qu'il est bien comme ça. Ouais. Le delta, il est venu quand dxc... Pardon? Ici? Ici? Non, il est intervenu là. J'ai changé, c'est parce qu'on avait la dérivée seconde de xb, et j'ai mis la dérivée seconde de xc. Dérivée seconde de xb, et je dis que c'est la dérivée seconde de xc. Comme ça, j'ai bien la somme ici des c. Ouais? Ouais. Bon, je sais pas trop... Je suis pas sûr que ça vaille le coup, je le refasse une troisième fois. Ça va à peu près. Vous verrez, sur une feuille, c'est infiniment plus simple. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, ça donne ça. Et donc, vous voyez apparaître ici, finalement, le coefficient dans la carte X. Donc, on a un lien entre le coefficient dans la carte Y et le coefficient dans la carte X. Très bien, c'est ce qu'on voulait, savoir comment on change de carte. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la forme de ce lien. Donc, maintenant, je peux l'écrire entièrement, ce changement de carte. Le changement de carte dit que gamma kji dans la carte Y, c'est, alors je vais commencer par ce terme-là, c'est dyk sur dxc, dxa sur dyi, dxb sur dyj, fois gamma cab dans la carte X, premier terme, plus dyk sur dxc, d2 de xc sur dyi, dyj. Et ça, c'est extrêmement instructif, même si ça ne saute pas aux yeux peut-être. Oui? Le quoi? Ici? Ah oui, mais non, mais ça par définition, c'est le gamma, puisque c'est la c-ième composante de ce vecteur-là. De même que gamma y kji, c'est dyk appliqué à ça, ben c'est pareil en remplaçant les y par des x. Ça, c'est gamma. Ok. Donc l'essence de la chose, c'est que
le coefficient de la connexion KJI, c'est DYK, enfin, c'est la base duale, la kème vecteur de la base duale appliquée à la dérivée du JM vecteur de la base divisé dans la direction du IM vecteur de la base. C'est trop dur à dire, c'est trop facile à écrire, mais... Ok, en tout cas, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Outre la formule elle-même, qui est intéressante, enfin, dont on se sert souvent, mais le point clé, c'est que là, s'il n'y avait pas ce terme-là, vous reconnaissez ici le changement de composante de ce qui serait un tenseur. D'accord? Je vais prendre... Si vous avez un tenseur, par exemple, de rang 1, 2, T, alpha, bêta, gamma, par définition, ça, c'est dans la carte X, ça, c'est les coefficients du tenseur T de rang 1, 2, ok? Ça, c'est quoi? Rappelez-vous toujours, c'est le tenseur appliqué à dx alpha, d sur dx bêta et d sur dx gamma. Les coefficients d'un tenseur, c'est le tenseur appliqué au vecteur de base. Et après, une fois que vous avez ces coefficients, vous avez l'image de n'importe quel antécédent par le tenseur par combinaison linéaire. Comment vous passez des coefficients de ce tenseur de la carte X aux coefficients du tenseur dans la carte Y? Je crois qu'il y a besoin qu'on le redémontre. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit ça, j'ai l'impression. IJK, enfin, oui. Je ne sais pas, LMN. Je vais changer de carte à la volée. Ça, c'est T de dx alpha sur dym L. dyl. D dym sur dx bêta d sur dym LMN d'accord? Je fais un changement de base, un changement de carte, un changement de base. Et donc ça fait dx alpha sur dyl, dym sur dx bêta, dyn sur dx gamma, t, l, m, n, dans la base y. Il manque toujours de la place sur les tableaux, c'était... Mais ça, on l'a vu, on l'a vu, comment changer les composantes d'un tenseur quand on passe d'une base à une autre. Vous vous rappelez, chaque vecteur, chaque indice en haut est transformé par la matrice avec la nouvelle base en haut, chaque indice en bas est transformé par la matrice avec la nouvelle base en bas. Donc le x en fonction du y, ben, l'indice en haut, il y a le x en haut, et l'indice en bas, il a le x en bas. C'est toujours la même chose. Mais pour des raisons évidentes, on vient de le redémontrer là. D'accord? Donc, si gamma était un tenseur, vous auriez ici exactement la transformation du tenseur. Il y a un indice en haut, vous mettez la nouvelle base en haut et l'ancienne en bas,
L'indice en bas, vous mettez la nouvelle base en bas, l'ancienne en haut. Deuxième indice en bas, vous mettez la nouvelle base en bas, et vous faites les sommes. B qui annule le B, A qui annule le A, C qui annule le C, et il vous reste KJI, et voilà, tout fonctionne. Ça, il faut que vous soyez un petit peu à l'aise quand même avec ça. Hein. Ça se retrouve à chaque fois en une ligne s'il y a besoin. Mais c'est tellement évident une fois qu'on le voit, et c'est tellement courant que il faut que ça devienne quasi automatique. Donc, s'il n'y avait pas ce terme-là, vous auriez ici la relation qui dit comment on passe des coefficients d'un tenseur dans la base x aux coefficients du même tenseur dans la base y. Sauf qu'il y a ce terme-là. Donc, ce n'est pas un tenseur. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 indices que gamma est un tenseur. Gamma n'est pas un tenseur. Les coefficients de la connexion gamma IJK ne sont pas les coefficients d'un tenseur. C'est très important. Et c'est mathématiquement et physiquement très significatif. Ça veut dire que la même connexion vue dans une autre base peut avoir des coefficients, alors différents évidemment, mais le plus important, c'est que les coefficients peuvent être nuls dans une certaine base et ne pas être nuls dans une autre base. C'est très différent d'un tenseur. Si vous avez un tenseur qui a tous ses coefficients nuls, bah c'est le tenseur nul. Si c'est le tenseur nul, c'est le tenseur nul dans toutes les bases. S'il prend n'importe quoi, il donne 0, vous changez de base, il va donner 0 quand même. Et le vecteur 0, il s'écrit pareil dans toutes les bases, il y a 0 pour toutes les composantes. Et c'est ce qu'on voit là, effectivement, dans la transformation d'un tenseur standard, c'est-à-dire s'il n'y avait que ça, si lui vaut 0, lui vaut 0, quoi qu'il arrive. Vous pouvez faire le changement de base que vous voulez, un tenseur nul est un tenseur nul, donc est le tenseur nul, il n'y en a qu'un, et donc si ça vaut 0, dans une base, ça vaut 0 tout le temps. Alors, les coefficients de la connexion dans un espace euclidien en coordonnées cartésiennes, ils sont nuls. C'est ce qu'on a vu, on a revu tout à l'heure. Si vous dérivez un champ de vecteurs que vous exprimez comme une combinaison linéaire de x, y, uz, bah, il suffit de dériver les composantes, une à une. Il n'y a pas de terme en plus à rajouter, de rotation, etc. Il n'y a pas de mélange des coefficients. Vous dites juste la dérivée d'un vecteur, c'est la dérivée de ces... Enfin, la dérivée d'un vecteur colonne, c'est la dérivée de ces... de ces coefficients, à condition que les vecteurs ne changent pas. Et c'était ça le problème. Quand les vecteurs changent d'un point à un autre, eh bien évidemment, il faut rajouter la dérivée du vecteur lui-même. Mais donc, dans le référentiel, dans dans une base cartésienne d'un espace euclidien, les coefficients de la connexion sont nuls, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls dans toutes les cartes. Et effectivement, si vous passez, ne serait-ce que dans le plan de xy à rθ, bah ici, vous allez avoir des coefficients de connexion nuls, c'est-à-dire que effectivement, la dérivée d'un vecteur, c'est la dérivée de ses composantes, sur les mêmes vecteurs de base, et ça ne va pas être le cas si vous êtes dans cette carte-là. Donc, vous voyez que ce n'est pas une surprise que les gamma IJK ne soient pas un tenseur. Parce qu'on sait bien qu'ils peuvent être 0 dans une certaine carte et pas 0 dans une autre. Donc ça ne peut pas être un tenseur. Ok ? Alors là, ce qu'on voit, c'est que donc ça se comporte comme un tenseur, plus une partie ici différente, dont vous voyez qu'elle dépend, enfin qu'elle fait intervenir non pas juste les dérivées premières des coordonnées, c'est-à-dire la matrice de changement de base, pour le dire avec des guillemets, mais la dérivée seconde. Donc si vous faites un changement de base, un changement de coordonnées si vous voulez, non linéaire, alors vous allez avoir un terme qui apparaît ici, qui va tuer
les gamma égale 0 que vous aviez dans une certaine base. Donc typiquement, c'est ce qui se passe quand vous passez de xy à rθ dans le plan euclidien. Ce changement-là, il est hautement non linéaire. D'accord ? R, c'est racine de x2 plus y2, puis θ, x égale r cos θ, donc il y a du cos, c'est complètement non linéaire. Donc il y a des dérivées secondes, quand vous passez de la carte xy à la carte rθ, vous avez des dérivées secondes qui font que dans la base, dans la carte rθ, les coefficients de la connexion ne sont pas nuls, et donc il faut en tenir compte quand vous dérivez un champ de vecteurs. Il ne faut pas juste dériver les composantes, il faut dériver aussi le vecteur lui-même. Tout ça est, encore une fois, complètement naturel. Vous avez une question ? Ouais. C'est les coefficients de la connexion. C'est pas un objet, justement, la connexion est un objet intrinsèque, enfin c'est intrinsèque, disons, c'est une structure de la variété, c'est une structure qu'on met sur la variété, on dit voilà la connexion que je choisis, et on a vu qu'on a un choix gigantesque de fonctions, mais ce choix, donc cette structure, c'est une structure supplémentaire qu'on met dans la variété, qui permet de dire quelle est la dérivée des champs de vecteurs. Cette structure-là peut se lire dans une carte via des coefficients, mais ces coefficients ne sont pas les coefficients d'un tenseur. Autrement dit, la connexion qu'on ajoute sur la variété, ce n'est pas un tenseur. On n'ajoute pas un tenseur. C'est une structure nouvelle qui est définie par des coefficients tels qu'on peut les lire dans une carte, mais ces coefficients ne sont pas les coefficients d'un tenseur. Donc voilà, c'est une connexion. Donc, votre question, c'est qu'est-ce que c'est mathématiquement cet objet, c'est ça? Si ce n'est pas un tenseur. C'est une connexion. C'est une connexion, et si vous voulez... Oui, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est une connexion. Oui, c'est une connexion. C'est-à-dire, ça... C'est un ensemble de fonctions qui vous dit comment dériver des champs de vecteurs. Voilà. Et on a vu qu'on avait le choix. On peut vraiment choisir ce qu'on veut, et ça marche. Parce que c'est ça la différence entre canonique et pas canonique. Dans la variété donnée avec ses cartes, son atlas différenciable, il n'y a rien qui permette de donner un sens à la dérivée d'un vecteur dans la direction d'un vecteur. Mais comme il existe un sens à dire qu'un champ de vecteurs est différenciable, ça donne effectivement envie de pouvoir définir une dérivation sur la variété. Et effectivement, on peut le faire, mais il y a un choix gigantesque. Et ce choix, on a bien compris d'où il venait, c'est que la même variété, on peut lui donner des tas de formes différentes, et à chaque forme va correspondre une notion différente de ce que ça veut dire qu'un vecteur ne change pas quand on se déplace. Parce que maintenant, on va définir les lignes droites de façon très simple. On va dire une ligne droite, c'est une ligne dont le vecteur vitesse est toujours le même. Il ne change pas. S'il change, ce n'est pas une droite, il y a une accélération, la vitesse a changé. Mais donc, il faut pouvoir dire la vitesse a changé ou la vitesse n'a pas changé. C'est-à-dire, la dérivée de la vitesse est nulle ou la dérivée de la vitesse n'est pas nulle. Et du coup, il faut définir ce que ça veut dire, dérivée de la vitesse. Donc, on peut dire, la vitesse est lisse. Oui, d'accord, on n'a que des choses lisses, je peux définir, mais c'est pas pareil de dire, c'est quoi la dérivée de la vitesse? Et évidemment, pour faire de la physique, comme la loi fondamentale, qui est la même que celle qu'on avait en physique newtonienne, c'est un corps qui subit aucune force, va tout droit, c'est-à-dire sa vitesse a une dérivée nulle, cette loi, elle reste la même. Hein. Donc en fait, la relativité générale, c'est pas un truc qui change la dynamique, c'est un truc qui change la géométrie de l'espace-temps, qui fait qu'on ne peut plus définir des vecteurs identiques en différents points, etc. Donc effectivement, alors du coup, comment on fait pour dériver? Justement, on a besoin d'une structure supplémentaire qui permet de dire, là, quand je fais ça,
le vecteur vitesse ne change pas. Et donc cette structure supplémentaire, mathématiquement on voit qu'on a un choix gigantesque, eh bien la relativité générale est la théorie qui nous dit quel est le choix que fait la nature. Le choix que fait la nature, c'est celui dans lequel la connexion est obtenue à partir des équations d'Einstein. C'est-à-dire la dérivée covariante, ce qui dit exactement, justement, quel est le choix qui correspond à la réalité, quelle est la connexion, quelle est la dérivée covariante qui fait que la trajectoire des corps libres, quand je fais ça, c'est une ligne droite. Ça, c'est une ligne droite. Dire ça, c'est une ligne droite, ça impose que tout au long de cette trajectoire, la vitesse n'a pas changé, au sens où, en chaque point, la dérivée de la vitesse est nulle. Ça paraît étrange quand on fait ça, et on se dit comment ça la vitesse. Oui, dans l'espace-temps, la dérivée de la vitesse est nulle, dès lors que je choisis bien la dérivée covariante. Ce qui est incroyable, et c'est la relativité générale, c'est qu'il est possible de définir dans tout l'espace-temps une dérivée covariante spécifique, telle que, effectivement, ça c'est une ligne droite, boum, ça aussi, et toutes les, voilà, oui, ben, voilà, jusqu'à ce que ça rencontre le sol. Et donc, oui, et donc c'est quand même très fort, parce qu'effectivement, on a une prescription physique qui nous dit quel est le bon choix, c'est-à-dire quel est le choix qui correspond à la réalité. Et le bon choix, c'est le choix qui vérifie les équations d'Einstein, donc qui relie la distribution de masse et d'énergie dans l'univers à la géométrie en tout point. Quelle heure est-il? Il reste un quart d'heure, 10 minutes. Ouais. Oui? J'avais deux questions. La première, c'était si on respecte ce choix pour la connexion du principe d'ajustement condensateur, ça veut dire que par changement de carte, les coefficients restent les mêmes. Alors, attendez, redites-le, je ne suis pas sûr. Par exemple, si on veut dire que gamma y et gamma x sont les mêmes. Non. Dans tous les cas, ça change. Non. Donc, la connexion est donnée, par exemple, en choisissant, donc pour chaque carte, donc vous avez la variété M. Vous savez qu'il existe autour de chaque point, il y a des cartes. Enfin, vous pouvez cartographier, vous pouvez cartographier de plein de manières différentes, mais pour une carte donnée, donc U, un ouvert U et une fonction X qui va dans Rn, pour une carte donnée, vous pouvez... la connexion est représentée par un certain nombre de coefficients qui sont les gamma IJK dans cette carte-là. Et là, vous avez un choix, on a vu un choix, ok, vous avez un choix infini, enfin, voilà. Mais donc, par contre, une fois que vous l'avez, il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire, c'est un objet intrinsèque, ça. Ça, je vous l'ai dit, ça c'est le km coefficient de la dérivée de d, pardon, ça c'est le im coefficient de la dérivée par rapport à k du vecteur d sur dxj. Ce vecteur, c'est un vecteur qui est lié à une carte, mais c'est un vecteur objectif. Ce même vecteur, vous pouvez l'exprimer dans une carte y, c'est un vecteur, il est ce qu'il est. Donc, cet objet-là, il est ce qu'il est. Il n'est pas ambigu et il ne dépend pas d'une carte. Il se trouve que c'est... Enfin, c'est cet objet-là. D'accord? Maintenant, il dépend, enfin, si, pardon, il dépend d'une carte parce que là vous avez pris le IM, excusez-moi. Ce qui ne dépend pas de la carte, c'est ça. Voilà. Ça. Ça, c'est le vecteur dérivé, c'est ce vecteur dérivé dans la direction de celui-là. Évidemment, ces coefficients dépendent de la carte que vous avez choisie. OK. Maintenant,
donc ça vous sert. Ah oui, il faut peut-être que je remette ça. Quand vous avez le coefficient, quand je dis les coefficients de la diffusion vous servent à déterminer quelle est la dérivée d'un champ de vecteurs. C'est simplement parce que c'est comme ça qu'on l'a introduit. On a cherché à dire qu'est-ce que c'était que ce vecteur, que cet objet-là. On a vu qu'on pouvait l'obtenir dès lors qu'on définissait les vecteurs dérivés dans la direction d'un vecteur de base, des vecteurs de base. Et effectivement, si maintenant j'écris d sur dxi de y, on voit on a vu que c'était yj, c'est-à-dire si je prends la jm composante, on a vu que c'était dyj sur dxi plus gamma jki de v de y, pardon, yk. Donc ces coefficients, en mettant ici évidemment là où ça c'est les composantes de y dans la carte x, ça peut être cohérent toujours. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi ces fonctions-là, vous savez comment dériver les champs de vecteurs. Après on verra qu'on sait aussi comment dériver les champs de tenseurs de quelque rang que ce soit, juste en appliquant la règle de Leibniz. Bien. Maintenant, ça c'est un truc objectif. Ça c'est un truc objectif. Plutôt que d'écrire les composantes, j'écris le vecteur. Ça, c'est le vecteur dérivé de y dans la direction d sur dxi. Je le développe ici sur les coefficients, sur la base des x. Donc, sa composante j fois le vecteur j. Okay. Ce même vecteur, je peux le développer sur la base des y. Et ça va s'écrire pareil, mais avec ici d sur dy, d sur dy, d sur dy, les composantes dans la base y, et ici, ça va être de nouveaux coefficients de la connexion, d'accord, qui vont être les coefficients de connexion dans la base y. Eh bien, le calcul qu'on a fait là permet de dire comment on passe des coefficients dans la base x aux coefficients dans la base y, tout simplement. D'accord? Et donc on se donne la connexion en se donnant des fonctions comme ça arbitrairement partout, mais il faut évidemment que, donc si vous avez un recouvrement de cartes, ça doit être la même chose en chaque point, et justement pour que ce soit la même chose, il faut que ça se transforme comme ça. Donc vous voulez donner dans la carte que vous voulez, ou dans l'ensemble de cartes que vous voulez s'il n'y a pas une seule carte qui couvre tout, et après vous savez comment les écrire dans d'autres cartes. Ouais. Et vous aviez une deuxième question ? Oui, absolument. Alors, c'est le même concept. C'est le même concept. Alors, les connexions que vous utilisez pour les champs de jauge, essentiellement, qui vous donnent une dérivée covariante aussi, c'est le même principe. Alors je ne sais pas dans quel cadre vous l'avez introduit, ces connexions, mais c'est des informes, non ? Quand vous avez fait les champs de Yang-Mills ou des choses comme ça, non? Non. Alors, dans quel cadre? Pardon? Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, c'est la même notion. Oui, non, c'est la même notion. On fera le lien si vous voulez une fois. Je vois que tout le monde range ses affaires, ça veut dire qu'on approche du bout. Il reste 4 minutes. Alors, laissez-moi 4 minutes pour dire quoi? Peut-être juste pour...
Bah, ouais, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on dérive le champ. Je vais juste vous donner un exemple. Je vais juste vous donner un exemple. Espace 2D euclidien. Donc, effectivement, vous pouvez prendre des coordonnées cartésiennes. Et vous avez à ce moment-là, gamma dans cette carte, je vais mettre le gamma cartésienne, IJK qui vaut 0, quel que soit IJK. Donc ça, du coup, effectivement, la dérivée d'un vecteur dans la direction, par exemple, x, bah, c'est la dérivée des composantes par rapport à x. Et puis voilà. Et puis c'est tout, puisque plus il y a plus des termes, mais ces termes sont nuls. Mais, ok, donc on le verra plus tard, de la connexion, une fois qu'on a la connexion, en fait on a tout, on peut définir un transport parallèle. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un certain vecteur ne change pas quand on le propage à travers l'espace, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, justement parce qu'il n'y avait pas de connexion. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas relier les vecteurs en un point, un vecteur à un autre point. Donc là, on va pouvoir définir un transport parallèle. On va pouvoir définir une ligne droite en disant qu'une ligne droite, c'est justement une ligne dont la vitesse ne change pas. La dérivée de la vitesse est nulle. Voilà. Et on peut définir une courbure. Et la courbure, ça va être l'objet qui nous dit, quand on prend un vecteur et qu'on le déplace sans le faire changer le long d'une trajectoire, et qu'on revient au départ. Ça, on avait vu sur la surface de la Terre, quand on avait fait des choses un peu qualitatives au début, on avait vu que si je pars du pôle Nord en allant comme ça là, le long d'un méridien vers le sud, je me déplace tout droit, donc ma vitesse est toujours pointe vers le sud, j'arrive à l'équateur, je me déplace vers l'est, mais sans changer la direction du vecteur, qui pointe toujours vers le sud, donc, et puis après je remonte le long d'un méridien, sans changer la direction du vecteur, je pointe toujours vers le sud, donc ça c'est un transport parallèle, c'est-à-dire je ne change pas, non, encore une fois, pour dire je ne change pas la direction du vecteur, il faut que j'ai quelque chose qui me dise c'est quoi la dérivée du vecteur, pour pouvoir dire si c'est nul ou pas nul. Et donc là, quand j'ai fait ce petit schéma et que j'ai dit voilà on arrive là-haut, j'ai fait appel à une intuition de ce que ça veut dire pas changer de direction pour la variété plongée dans l'espace-temps, dans l'espace euclidien autour. Donc là, j'avais une connexion implicite en fait. J'ai besoin d'une connexion pour me dire ce que ça veut dire de ne pas changer quand on se déplace pour un vecteur. Et comme je l'ai dit, une fois qu'on a une variété plongée dans un espace euclidien, alors on a une notion naturelle de connexion qui est héritée de la métrique euclidienne autour. Toujours est-il que quand on adopte la connexion qui correspond à la sphère plongée comme une sphère, ce qu'on appelle la sphère ronde en mathématiques, la sphère ronde, c'est la sphère qui est précisément à laquelle on a donné la connexion qui correspond à une sphère plongée dans un espace euclidien. Sinon, comme je vous l'ai dit, une sphère, ça c'est une sphère, ça c'est une sphère, tout ça c'est des sphères, mais la sphère ronde, c'est la sphère qui a la connexion, qui est justement celle qui est héritée du plongement dans l'espace euclidien comme une sphère qu'on appelle sphère, quoi. Donc ça c'est la sphère ronde, et ça c'est la sphère ellipsoïdale. Et donc à la sphère ellipsoïdale correspond une connexion particulière qui va être la connexion ellipsoïde spécifique. Et puis vous avez donc la connexion de la sphère ronde, qui est ce qu'elle est, etc. Donc quand on fait ça et qu'on revient, eh bien on n'a jamais changé la direction du vecteur, et on arrive au point de départ, et en fait c'est plus la même direction. C'est que justement, la connexion n'est pas plate. Donc la platitude, c'est une propriété de la connexion. Et on verra comment tirer le tenseur de courbure à partir de la connexion. Donc d'un point de vue physique, vous avez
Bon, non. OK. Donc, je voulais vous donner la connexion pour... oui, donc, quand les coefficients de la connexion sont nuls partout, c'est un espace plat. Mais même dans un espace plat, si on se met dans une carte en faisant un changement qui n'est pas linéaire de coordonnées et qu'on passe en Rθ, eh bien, on se retrouve avec des coefficients de la connexion qui ne sont pas nuls. Il n'y a aucune raison qu'il le soit. Ce n'est pas un tenseur, ce n'est pas parce que c'est nul dans une carte que ça doit être nul dans une autre. Et donc, les coefficients de la connexion dans la carte Rθ, dans la carte polaire, je vais l'appeler comme ça, donc IJK, eh bien, alors on peut les donner sous forme de matrice. On peut les donner, alors, R, I, donc quand le I, donc I, ça peut valoir soit R, soit θ. Hein, donc il y a 2 puissance 3, il y a 8 coefficients de la connexion. Il y a gamma R, 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 gamma R, Rθ, gamma R, θr, gamma R, etc. Enfin, il y en a 8, d'accord, 2 puissance 3. Et donc, les coefficients, je peux le représenter sous forme matricielle comme ça. Je vais avoir 0, 0, 0, moins R. Hein, donc ça, c'est gamma R, 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 gamma R, Rθ, gamma R, θr, gamma R, θ. OK. Et puis, je peux représenter la matrice toujours donc, dans la base polaire de... oui. Cette fois θ, donc les 4 autres coefficients, ça fait 0. Alors, je dis ça fait, je vous l'affirme, mais ces coefficients, vous les avez rencontrés 10 000 fois, vous les avez utilisés 10 000 fois, quand vous avez dérivé des vecteurs en coordonnées polaires, il y avait ça sous-jacent, simplement vous l'écriviez comme, ben oui, dUr sur dt, ça fait θ point uθ, et pour obtenir ça, vous le calculiez explicitement, parce que vous exprimez UR comme R cos θ ux plus R sin θ uy, vous dérivez, et puis etc., et ça donne ça. Mais vous vous servez du fait qu'il y a un sens intrinsèque à dire quelle est la dérivée d'un vecteur quand on se déplace, parce qu'il y a une structure affine. Et donc je fais l'un moins l'autre, je divise, et puis je prends la limite quand ça tend vers 0. Dans notre cas, on ne peut pas. Dans le cas général, on ne peut pas, mais quand on peut, ça donne la même chose, évidemment. Donc voilà les coefficients qu'on obtient, et à partir de ça, vous pouvez retrouver l'expression d'une droite. Donc on fera l'équation de la géodésique la prochaine fois. Je pensais faire tout ça cette fois-ci, mais on va passer beaucoup de temps dans les calculs. C'est toujours le dilemme. Soit je vous balance des formules, soit on essaye de le montrer, mais bon. Ok, alors... La semaine prochaine, 419C, 1h30 de partiel, suivi d'1h30 de cours. Ça va pour tout le monde? Ok.